Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle exploration en profondeur. Je suis vraiment ravi de me plonger dans le document d'aujourd'hui parce que c'est une sacrée pépite. Salut Sam. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est une archive fascinante. En fait, on a sur la table un texte tiré de l'archive ouverte HL. Il a été soumis en 2024, mais rédigé à l'origine en 2012. Son titre, c'est « Hommage à ceux qui rendent hommage » et c'est écrit par Julien Alvarez. Un titre qui en dit déjà long sur le contenu d'ailleurs. Exactement. Et la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment un jeu vidéo totalement oublié des années 90, créé par deux simples lycéens, met en lumière une évolution technologique brutale. Absolument. Et ça montre surtout le rôle crucial de ces passionnés qui sauvent notre patrimoine numérique de l'oubli. Voilà, d'accord, déballons tout ça. Pour bien comprendre, il faut vraiment planter le décor. Nous sommes au début des années 90. Il n'y a pas d'école de jeux vidéo, il n'y a pas de tutoriel en ligne, rien. Zéro, c'est le désert de ce point de vue-là. Ce qui est fascinant ici, c'est l'aspect totalement autodidacte. Julien Alvarez et Arnaud Laplace, qui sont juste deux lycéens de la région toulousaine à l'époque, décident de créer un jeu d'aventure. Sur l'ordinateur Amstrad CPC. Ouais, l'Amstrad CPC. Et le jeu s'appelle Alive. C'est très inspiré de films comme New York 1997 ou La planète des singes. Mais le truc fou, c'est qu'ils ont dû s'improviser game designer, rédacteur, codeur, infographiste et même musicien. Tout faire de A à Z. C'est de la bidouille à l'état pur. Quand on lit le document, le choc technologique est vertigineux. L'apprentissage du code se faisait d'une manière qui paraît complètement irréelle aujourd'hui. Ah bah c'était une autre dimension. Il n'y avait pas de moteur de jeu préfabriqué. Mais même pire, pour obtenir un simple éditeur graphique, donc juste le logiciel pour dessiner les images, il devait recopier manuellement des centaines de lignes de code. Depuis des magazines papier. Ouais, du code hexadécimal ou en assembleur. Il fallait taper ça sur le clavier, ligne après ligne. Et la moindre faute de frappe, le moindre espace oublié, c'était fini. Le programme ne se rançait pas. C'est ça, des heures de saisie, et si ça plante, il faut relire tout le magazine. Et il y a un détail technique bluffant dans le texte. Pour afficher rapidement une trentaine d'images dans le jeu, ce qui était énorme pour l'époque. Très lourd pour la mémoire de l'Amstrad, oui. Eh ben, ils ont dû développer leur propre compilateur d'images. Eux-mêmes. Pour compresser et afficher les décors sans des temps de chargement insupportables. C'est de l'ingénierie maison, hein. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'ils ne se sont pas arrêtés là. L'interface de leur jeu. Ils ont une ambition folle. Ah, l'interface Macintosh. Je suis fascinée par cette partie. Vouloir simuler un pointeur de souris et des icônes sur un simple Amstrad CPC. Si l'on relisse là la situation dans son ensemble, ça montre une époque où les limitations matérielles forçaient une créativité absolue. L'Amstrad n'était pas fait pour ça. La création de jeux n'était pas un processus industriel standardisé, c'était un artisanat de l'extrême. On tordait la machine pour lui faire des choses impossibles. On tordait la machine, c'est exactement ça. Et ce travail acharné a fini par payer, du moins au niveau des éditeurs. Le texte raconte leur grand saut dans l'industrie, avec cette fameuse aventure parisienne. Le voyage à Paris, oui. Après moins de 2 ans de développement, il décroche un rendez-vous avec l'éditeur L'Encore. Deux lycéens toulousains qui débarquent à la capitale. C'est le rêve de tout développeur amateur à l'époque. Sauf que l'anecdote de la rencontre est assez hilarante. Quiconque s'imagine des limousines et des costumes cravates va être déçu. Le document décrit Bruno Courrier, le cofondateur de l'Encore, qui vient les chercher à la gare. Dans une vieille Peugeot 504 blanche. Piqué par la rouille. Et c'est sa petite amie qui conduit. C'est tellement révélateur de l'esprit de l'époque. On est loin des grandes corporations. Et ça ne s'arrête pas là. Une fois dans les locaux, sous le coup de l'émotion, l'auteur raconte qu'il renverse carrément un café sur un contrat très important de l'éditeur. La gaffe monumentale. Mais ça montre bien la réalité d'un studio en 1991. Quand on lit la description des locaux, c'était une simple pièce de 60 mètres carrés. C'est tout petit. L'équipe était animée par la passion, bien plus que par la réussite financière. C'était l'aventure, quoi. Ouais, il y a d'ailleurs un détail technique savoureux que mentionne la source. Comment faisait-il pour la promotion dans les magazines? La fonction capture d'écran n'existait pas. Ah oui, l'appareil photo. L'éditeur prenait en photo les écrans cathodiques bombés. Avec un appareil argentique. On fermait les volets, on éteignait les lumières et clic. Avec tous les risques de reflets ou de barres noires sur la pellicule, c'est fabuleux de repenser à ça. Mais au-delà de ces galères, il y avait de grands moments d'échange. Le déjeuner avec Bruno Courrier, par exemple, où il leur partage les secrets de fabrication du manoir de Mortevieille. Un jeu mythique, l'un des premiers à utiliser la synthèse vocale.
Pour ces deux jeunes, ça devait être une consécration d'être intégrés à ce cercle d'initiés. Totalement. Par contre, le bilan commercial a été un peu plus rude. La sortie du jeu, c'est une joie indescriptible. Voir la boîte à la Fnac, c'est l'aboutissement. Mais financièrement, C'est modeste. Le texte parle d'environ 1200 € chacun pour 2000 exemplaires vendus. ce qui n'est pas énorme pour 2 ans de travail. Non, c'est pas énorme. Surtout que le timing était très mauvais. L'Amstrad rendait son dernier souffle face à la génération 16 bits. Les fameux Amiga et Atari ST. Voilà. Le marché basculait. Ils ont bien tenté une version PC en 1994, appelée Alive Behind the Moon. Mais là, l'auteur précise qu'ils étaient 14 personnes sur le projet. Le changement d'échelle, on ne bricole plus à 2 dans sa chambre. C'est la fin d'une ère. Le jeu est sorti, puis il a doucement glissé vers l'oubli. Jusqu'à l'ère d'Internet. Et le fameux téléphone arabe numérique, c'est une partie très drôle du document. Le jeu devient ce qu'on appelle un abandonware. Oui, hébergé sur des sites de passionnés comme l'encore.net, avec les images, les solutions, les notices numérisées. Et les blogs commencent à en parler des années plus tard. Mais l'auteur raconte une histoire complètement lunaire. Un internaute sans avoir jamais joué au jeu fait un rapprochement à cause du titre, Alive. Le drame de l'équipe de rugby uruguayenne. Le crash dans les Andes, le cannibalisme de survie. Il y avait un livre et un film qui s'appelait Alive. Et ce blogueur s'offusque. Il s'indigne qu'un jeu d'aventure puisse traiter d'un sujet aussi horrible. Alors que le jeu n'a strictement rien à voir, c'est de la science-fiction dystopique. Exactement. Cela soulève une question importante, non ? Oui, ça souligne comment la mémoire numérique peut être déformée. Sans documentation fiable, sans la notice ou le vrai contexte, une œuvre peut être confondue avec une tragédie historique. Ça montre à quel point l'information sur Internet est fragile. Si on préserve juste un titre sans le contexte matériel, on réécrit l'histoire. C'est d'ailleurs ce besoin de préservation qui nous amène à la résurrection du jeu. Plus de 20 ans plus tard, l'auteur décrit sa propre surprise. La fameuse vidéo de Mr. Poe. Ouais. En avril de l'année où il rédige ce texte, il tombe sur une vidéo YouTube d'un certain Mr. Poe. Et c'est pas un petit clip de 5 minutes, hein. 77 minutes de vidéo. Le youtubeur lit l'histoire introductive à voix haute et termine le jeu de bout en bout. C'est un dévouement incroyable. Et pour les créateurs, c'est un choc. Un retour brutal aux mécaniques de jeu de l'époque. La vidéo leur rappelle les contraintes que les joueurs acceptaient autrefois. Jongler avec la disquette ? Ouais, retourner sans cesse la disquette dans le lecteur pour changer d'écran. Et surtout, l'absence de sauvegarde. Ah oui, jouer sans aucune possibilité de sauvegarder la partie en cours. Il fallait tout finir d'une traite. C'est impensable aujourd'hui. Impensable. Et l'auteur avoue avec beaucoup de candeur qu'il n'avait fait aucun playtest avant la sortie. Aucun. Donc la vidéo souligne cruellement toutes les erreurs de programmation, les bugs de jeunesse. Et il accepte ça de très bonne grâce, avec beaucoup de recul et d'humour. C'est ça qui est beau. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Pourquoi a-t-il écrit ce texte ? Eh bien, c'est le sens même de son titre. Hommage à ceux qui rendent hommage. Exactement. Sans ces passionnés, que ce soit Mr. Poe ou les gérants des sites d'abandonware, tout ce patrimoine serait effacé. Disparu à jamais. Ces nuits à coder en recopiant des magazines, ces efforts monumentaux. La préservation numérique ne vient pas toujours des grandes institutions ou des musées, elle vient très souvent de la passion d'individus isolés sur le net. C'est un constat puissant. Si on résume un peu ce voyage, c'est extraordinaire. On part de la chambre de 2 lycéens toulousains qui tapent du code hexadécimal à la main. On passe par les locaux exigus d'un éditeur parisien avec des contrats tachés de café. Pour finir, des décennies plus tard, pérennisé par un youtubeur patient et des archivistes amateurs. C'est une boucle parfaite. Mais j'aimerais livrer une dernière réflexion pour prolonger cette analyse. Vas-y. On sait que le jeu Alive a pu survivre grâce à des disquettes physiques. Les passionnés ont pu retrouver ces objets, les dumper et les émuler sur des sites d'abandonware. Le support matériel a sauvé l'œuvre. C'est ça. Mais dans notre ère actuelle, les jeux sont entièrement dématérialisés. Il y a des mises à jour constantes, on dépend de serveurs en ligne, c'est l'ère du cloud gaming. Le jeu n'est même plus chez le joueur, en fait. Exactement. Donc, que se passera-t-il dans 30 ans ? Est-ce que les passionnés de demain auront seulement accès au code ou à un support physique quelconque pour rendre hommage aux créations d'aujourd'hui ? Ou est-ce que toutes ces œuvres disparaîtront définitivement à la seconde précise où un serveur sera débranché pour des raisons de coût ? C'est une pensée fascinante et un peu effrayante. La mémoire de notre époque moderne est peut-être beaucoup plus fragile que celle des vieux micro-ordinateurs. C'est une question qu'on laissera à quiconque écoute le soin de méditer.
Un immense merci pour cette discussion passionnante et on invite tout le monde à garder un œil curieux sur les reliques de notre passé numérique. À très vite pour une nouvelle plongée dans les sources. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ludoscience.com, c'est une mine d'or d'informations.